Donc, on a un sujet aujourd'hui qui est relativement important et intéressant. C'est un sujet que nous, on voit vraiment apparaître allez, depuis un peu moins d'une dizaine d'années parce que avant, personne ne déclarait, bien souvent. Et puis, on profitait de l'opacité des textes. Aujourd'hui, dans la mesure où on est dans un système totalement transparent fiscalement, se pose immédiatement un sujet. C'est-à-dire que pour peu que vous ayez un compte en Israël et que vous êtes résident fiscal français, la banque va fermer les écoutilles et va attendre que la succession israélienne soit gérée. Donc, on va vous parler de tout ça avec des incidences fiscales qui sont quand même extrêmement importante et nous, en pratique, lorsqu'on accompagne nos clients en départ de France, on met le point sur cet aspect et c'est souvent 1 an ou 2 ans après leur arrivée en Israël et leur installation totale qui commencent à penser signature d'un testament et organisation fiscale parce que les incidences dont on va parler sont relativement importantes. Donc, on va commencer par l'aspect droit civil, et donc Yaakov, je pense plus que Nathanaël, mais on verra, pourra intervenir sur l'aspect israélien. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que on part du principe qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter à l'avenir ont tous été à un moment au moins résidents fiscaux français et ont vu passer une déclaration de succession. Et une déclaration de succession en France, faite par un notaire, ça ressemble à un CERFA. Et tout le monde ne regarde qu'une chose à la fin, quels sont les montants des droits de succession qui vont être payés. Or, à côté de ça, il y a quand même des éléments extrêmement essentiels de savoir quelles sont les règles et quel est le droit qu'on doit appliquer. On a en France un droit extrêmement protecteur de la famille. On ne peut pas, alors sous certaines réserves, et notamment avec la réserve héréditaire, on ne peut pas, on dit souvent, déshériter un enfant. On va voir qu'en Israël, c'est peut-être un peu différent. Je vais vous laisser la parole côté israélien. Et donc, on a aujourd'hui un cadre international qui est celui du règlement européen du 15 août 2015, qui part d'un principe avec beaucoup d'exceptions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une succession internationale? Succession internationale, ça veut dire qu'on va avoir un élément d'extranéité qui va exister dans la succession. Soit parce que je n'ai que des résidents fiscaux français ou uniquement des résidents fiscaux israéliens, mais avec des biens en France ou des biens en Israël, soit parce que je vais avoir des personnes concernées par la succession, donc des enfants qui peuvent être en France, en Israël, mais aussi ailleurs, ou parce que le défunt et les bénéficiaires de la succession sont pas dans les mêmes pays. Donc on peut avoir énormément de combinaisons. On part du principe, on part du principe qu'on va regarder le lieu de résidence habituel au moment du décès, ou celle de la nationalité. Ce n'est pas la même chose que la convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune qui existe entre la France et Israël. On n'a pas les mêmes définitions. J'aime à dire, pour bien comprendre notre problématique, il faut penser tout simplement à l'affaire Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui a vécu les dernières années aux États-Unis, mais qui est venu un certain temps en France avant de décéder, et donc même si au niveau de l'impôt sur le revenu, il pouvait être considéré comme résident fiscal américain, il était de manière quasi certain, et ça a été réglé, au travers d'une succession française. Euh, donc, dernier point, et puis je vous laisse côté israélien sur le droit civil pur, comment ça se passe chez vous. En France, il y a un élément, et ça va vous éclairer sur Israël, c'est notamment l'affaire Maurice Jarre. Alors, Maurice Jarre, était parti vivre aux États-Unis. Il a comme enfant notamment Jean-Michel Jarre. Et il se trouve qu'il s'est remarié aux États-Unis et que il a donc sorti ses enfants et déshérité totalement ses enfants. Et la France dit quoi? La Cour de cassation en 2017, d'ailleurs au moment, c'est quasiment concomitant du décès de Johnny Hallyday, je crois que c'est un peu après, où elle dit
une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas contraire à l'ordre public français. Ça veut dire que si on regarde au regard du droit israélien, si le droit israélien décide et peut permettre de déshériter un enfant, alors ça ne veut pas dire que je le suppose, mais c'est pour expliquer, parce que si on peut déshériter, ça veut dire qu'il faut aussi protéger et écrire pour se protéger, pour que ça n'arrive pas, hein. Mais si le droit israélien le permet, le droit français ne va pas l'interdire. Alors on a juste une loi qui a très très peu d'effets, qui est une loi de 2021, qui concerne, qui prévoit un mécanisme de réservataire à partir du moment où on aurait des biens en France et là, on rentre dans des cas un peu exceptionnels. Donc, le principe, c'est qu'on va regarder normalement la résidence habituelle, la nationalité, mais qu'on peut tout prévoir. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que moi, je demande au notaire de mes clients avec lesquels je peux discuter de prévoir un testament. Alors, Yaakov ou Nathanaël, je vous laisse Je vais parler de laisser cet aspect Yaakov sur le droit civil. civil, je Je crois. pense que c'est plus Yaakov, Ouais, mais ouais, ouais. comme je sais que tu peux parler de tout, Oui, je oui, vais je peux te donner parler de aussi tout. la parole. Ok, alors bonjour à tous, merci Maître Benayoun pour cette introduction. Alors concernant le droit civil israélien, donc, ce qu'on peut en dire dans les grandes lignes, c'est que comme l'a laissé entendre Maître Benayoun, contrairement au droit français, le droit israélien en matière successorale est d'une libéralité extrême. Ça veut dire qu'on peut tout léguer à qui on veut. Ça peut être des gens de la famille, ça peut être une association, ça peut être l'État, ça peut être ça, ça peut être ce qu'on veut. Donc il y a une vraie consécration de la liberté de tester qui fait qu'il n'y a pas de protection donc ni des enfants ni de l'épouse ou de l'époux. Et ça fait qu'il y a il y a une vraie liberté à ce niveau-là. Maintenant, comme il a été précisé, pour que le droit israélien s'applique, d'après le droit israélien, on regarde la résidence. Donc, ce qui est important dans la résidence est à la différence de la nationalité. On ne regardera pas la nationalité pour le droit israélien, sauf des cas dont peut-être parlera Maître Benayoun en vertu du droit français, mais au niveau du droit israélien, la loi est très claire. On parle de résidence, c'est-à-dire où est-ce que le défunt habitait au jour de sa mort. Et c'est très important parce que on peut des fois faire la alia en obtenant la nationalité israélienne, on peut obtenir un passeport, une théoudat zéout, mais si on ne peut pas justifier ce qu'on appelle l'ensemble des attaches à Israël, donc c'est des attaches familiales, économiques, professionnelles pour ceux qui travaillent encore, et les attaches, par exemple, idéologiques ou de cœur ne suffiront pas. On ne peut pas dire je suis un grand amoureux d'Israël et donc je suis résident israélien. Il faut des jours de présence, il faut un centre de vie en Israël pour que le droit israélien s'applique s'il n'y a pas d'autres dispositions dans le testament. Donc ça, c'est important parce que les enjeux, comme l'a précisé Maître Benayoun, sont assez grands, vu que si vous pensez que le droit israélien s'applique et que vous testez, vous faites un testament en conséquence, à savoir en profitant de la liberté que ce droit vous octroie, si jamais c'est le droit français qui s'y applique finalement parce que vous n'étiez pas résident israélien, le choix que vous avez fait, le choix qu'a fait la personne, tombe à l'eau et on imposera les normes du droit français, malgré toute la bonne volonté d'avoir appliqué le droit israélien. Donc ça, c'est pour, pour la réserve héréditaire. Il peut y avoir aussi d'autres impacts sur les questions, mais ça, c'est plus dans les cas de conflits successoraux. Mais il peut y avoir d'autres impacts, par exemple, je crois savoir, si je ne me trompe pas, que les normes en matière d'abus de faiblesse et de choses comme ça diffèrent beaucoup entre les deux pays. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte au cours de certains dossiers qu'on a traités. Et là aussi, si le droit israélien s'applique, il y aura des conséquences. Et si le droit français s'applique, il y aura d'autres conséquences, bien que tout ça puisse être jugé devant le juge israélien. Encore une fois, il y a une vraie différence à faire, comme l'a dit Maître Benayoun, entre le juge et le droit. Le juge israélien peut appliquer le droit français et le juge français peut appliquer le droit israélien aussi. Donc il ne faut pas faire cette confusion-là. Moi, si je peux ouvrir une petite parenthèse, justement par rapport à un dossier que j'ai avec Maître Garçon, qui est au tribunal aujourd'hui,
il faut faire attention à partir du moment où, comme on a dit, que c'est la résidence fiscale qui détermine que ce soit le papa ou les enfants qui vont hériter, on va voir quelles sont leurs résidences fiscales. Et souvent, des parents qui sont à un certain âge, ça arrive que des fois les enfants ne sont pas au courant exactement de tout ce que les parents possèdent parce qu'ils ont des gendres à qui veulent pas tout dire ou des personnes à qui veulent déshériter, etc. Et souvent, ils essayent de chercher une solution. Maintenant, il faut faire très attention en termes de testament. C'est très simple. Pour vous résumer tout, à partir du moment où on est israélien et les enfants sont israéliens, il n'y a pas d'impôt. Si tout est en Israël, que les enfants et que les parents sont en Israël, il n'y a pas d'impôt. Mais souvent, il y a des parents qui sont israéliens et que les enfants prévoient peut-être une alia, et surtout s'ils sont au courant des montants des actifs du papa, et ben souvent c'est quelque chose qu'ils prennent en compte et qui viennent. Donc des fois, en attendant, les parents ne savent pas jusqu'à quand ils vont vivre. C'était un cas que j'avais avec Maître Garçon pendant le Corona d'ailleurs. C'était quelqu'un qui est venu me consulter. Il m'a dit, écoute, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais moi, je veux tout donner à une de mes filles. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, en Israël, on peut le faire. En France, on ne peut pas le faire. Donc, il fallait que les enfants soient résidents israéliens et que les parents soient résidents israéliens. Et en attendant, et on entend de plus en plus des avocats qui ne sont pas vraiment compétents entre les deux pays, qui donnent des solutions alternatives, comme par exemple, bon, ok, mets tout en séquestre à un cousin ou je sais pas qui, et on ne sait jamais, un jour, quand tes enfants ils vont venir, et ben la personne donnera le séquestre à la personne. Donc il faut faire très attention aussi à ces solutions alternatives. Il faut vraiment consulter dans ce genre de cas parce que c'est très clair en Israël. Père israélien, enfant israélien, il n'y a pas d'impôt. À partir du moment où il y a un lien avec la France, il y a des impôts, que ce soit le père, que ce soit les enfants, et Alors, comme Maître on va le Benayoun. voir, ça, Nathanaël. On va en parler tout de suite après. On va rentrer dans Ok. différents C'était juste schémas. par rapport à ça, de dire que quand même il faut faire attention aux solutions alternatives parce que c'est quelque chose qui, dans énormément de cas, peut causer beaucoup de problèmes. Donc il y a pas Alors, d'entre-deux. L'entre-deux, il faut qu'il soit vraiment très bien cloué, quoi. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Yaakov, nous, il se trouve que selon les destinations de nos clients, parce qu'on a suffisamment de recul, on peut être amené à leur dire, faut faire un testament dans le pays, demander l'application du droit. Nous, en Israël, de manière, c'est quasi systématique, on leur demande, dans les 3 mois de leur arrivée, de faire un testament. Et alors d'abord, on vérifie les testaments parce qu'il se trouve qu'en Israël, on nous sort des testaments souvent antérieurs à 2015 ou alors qu'ils étaient entièrement résidents fiscaux français. Faut quand même faire, pour le coup, aller voir des avocats compétents en Israël et faire matcher ça côté français. Parce qu'il y a différentes incidences. Donc nous, on demande souvent la rédaction d'un testament et on va, et je donne quelques secrets qu'on va voir après, et on peut être amené à faire une analyse fiscale du testament, notamment si vous avez un patrimoine français et israélien et vous avez des enfants en France et en Israël. On va préconiser que les enfants en Israël aient majoritairement et prioritairement des biens israéliens et les enfants français prioritairement des biens français. Parce que sinon, on va se retrouver avec une aberration. Les enfants israéliens n'ont pas droit de succession sur les biens israéliens, mais en auraient sur les biens français. Donc, il y a vraiment une analyse à faire et c'est pas totalement neutre. Le sujet dont on parle, il est très vaste. Il faut comprendre que ça concerne aussi bien des personnes qui n'envisagent absolument pas d'être résidents fiscaux israéliens, mais qui ont un bien ou un compte bancaire en Israël, que des gens qui sont de tous les côtés. Et y compris en plus des fois avec une extranéité en dehors d'Israël et de la France. Donc, faut réfléchir quasiment en 3 dimensions sur ces sujet-là, mais on a un aspect civil auquel il faut impérativement penser. On arrive aussi, nous, à une analyse, c'est que souvent, alors, systématiquement d'ailleurs, quand nos clients viennent nous voir, moi, la première question que je leur pose, alors souvent, ils veulent commencer par leur revenu ou par leur patrimoine, je leur demande, quel est votre régime matrimonial? Parce que par le biais du testament, on va pouvoir organiser ça, et c'est aussi l'intérêt de ne plus dépendre du droit français. Je vous donne juste une anecdote. Il se trouve que j'ai une de mes clientes qui est décédée pendant le Covid. Elle était partie en Israël avec sa fille, très âgée. Il restait qu'un seul bien en France. Donc quand elle est décédée,
On a été voir le notaire français. Le notaire français était tout content de nous dire, au fait, si vous n'avez rien signé en Israël depuis le testament qui a été signé par notre cliente, euh, eh ben, votre cliente, elle doit faire une déclaration de succession en France et pas en Israël. Et même si elle paye pas de droits, comme elle était soumise au droit civil français, on a dû faire une déclaration de succession en expliquant tout son patrimoine français-israélien et la répartition, mais en expliquant qu'en fiscalité, au regard de la Convention, elle n'était pas redevable de droits. Euh, Ça peut être plutôt gênant quelquefois. Alors, pas gênant parce qu'on cache des choses, hein. Personne n'a rien à se reprocher, bien évidemment. Mais ça peut être gênant parce que la France qui voit passer des sommes et des montants peut se dire, tiens, rien ne vient chez moi. Qu'est-ce que je peux faire pour aller récupérer cet argent-là? Donc, c'est loin d'être neutre lorsqu'on parle du droit applicable et ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas devenir résident fiscaux israélien en vous moquant ou ne pensant pas aux droits de la famille et aux incidences. Et d'ailleurs, quel que soit l'âge de mes clients, il se trouve qu'en Israël, moi j'ai des clients qui partent, on va dire, de plus en plus jeunes et de plus en plus de familles, y compris ces derniers mois, où à moins de 50 ans, je leur demande de faire un testament, hein. Alors, on va passer, Yaakov, si tu n'as pas de points supplémentaires ou Nathanaël, on va partir maintenant à la partie fiscale. Et juste un dernier point par rapport à ce que vous avez dit, Maître Benayoun, sur le régime matrimonial. Je voulais pas l'aborder, mais si c'est abordé, c'est très important parce que, par exemple, le régime matrimonial en droit français, si je ne me trompe pas, mais je parle sous votre contrôle, il régit aussi ce qui se passe après la mort. Ben, c'est ça. Alors qu'en C'est que droit la israélien, com- pas du tout. En droit israélien, vous pouvez faire un contrat de mariage. Si vous ne faites pas de testament derrière, il n'y a pas ça ne dispose pas de ce qui se passe après la mort. Il y a une autre différence énorme qui est que les règles de droit international privé en droit de la famille sont telles qu'on garde le contrat de mariage français parce que c'est le lieu de résidence des époux au moment du mariage qui s'applique, mais la succession sera régie selon le lieu de résidence au moment du décès. Donc une personne qui fait sa alia sera régie pour son régime matrimonial par le droit français et pour son régime successoral par le droit israélien, si rien n'est fait. Donc d'où l'importance de ce que vous disiez, Maître Benayoun, de tout gérer comme un ensemble, parce que les règles ne sont pas forcément cohérentes telles quelles, et il faut faire des actes juridiques pour tout harmoniser. Ouais, alors je dirais, c'est pas qu'elles sont pas cohérentes, c'est que par définition, dans deux pays, on a deux visions différentes. Et donc, quand on vient habiter dans un pays, il y a un moment, il faut en tirer les conséquences. Et c'est pas l'intelligence artificielle qui va répondre à ça, hein. Donc, on va pouvoir passer à la fiscalité. Je suis en Nathanaël, impatient qu'on parle de fiscalité. Et Non, non, j'étais donc, bien avec le civil. donc, alors là, on a un point extrêmement important. Toujours, on va commencer sous l'angle français, puis après, vous interviendrez sous l'angle israélien. Il faut savoir que la France a signé en matière de convention internationale, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune, ça va souvent ensemble, à peu près 130 conventions, et qu'elle en a aujourd'hui moins d'une trentaine en matière de droit de succession et de donation. Pourquoi? Parce qu'on a une bombe à retardement qui s'appelle en droit français l'article 750 ter du CGI, qui régit les droits et indépendamment de ça, on a aussi un barème qui fait frémir tous ceux qui viennent en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron, même s'il a amélioré la fiscalité française, il n'a pas réussi à faire revenir les Français. C'est qu'on a des droits de succession qui sont quasiment recordman du monde, qui montent jusqu'à 45%. Par définition, quand on regarde autour de nous, je parle même en Europe, hein, le Portugal n'a pas de droit de succession. En Italie, ils sont en moyenne, ils commencent, la moyenne, je crois que c'est 6% de droits. Donc vous imaginez, on est très très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument se poser la question de dire comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de convention. Ça veut dire que votre chance, si vous êtes résident fiscaux israélien, c'est qu'il ne va pas avoir une accumulation d'impôts. Parce que s'il n'y a pas de convention, la convention, elle dit quoi?
Le titre d'une convention fiscale en matière fiscale, c'est souvent contre la double imposition. Alors en Israël, c'est un peu une tarte à la crème parce que depuis que j'ai des clients qui partent en Israël, tous les 2 ans, on me dit qu'ils vont mettre des droits de succession. Peut-être que ça viendra, mais c'est dans l'air du temps du politique israélien, ça monte, ça descend, mais pour l'instant, ça ne vient pas. Mais le jour où ils vont en mettre, il y aura quand même un gros sujet parce que 45% en France et 5% en Israël, ça fait pas 45 maximum, ça fait 50% si vous compensez pas. Et si vous n'avez pas de convention, vous pouvez pas compenser. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, on est sur une destination qui est plutôt sympathique avec l'absence de droit de succession. Mais la France a une capacité à ramener à elle, même ce qui lui appartient pas. Et donc, le 750 terres, alors après, je vais vous le traduire avec des exemples. Il dit qu'on a une territorialité et donc on va voir le sujet en fonction du lieu, du domicile du défunt ou du donateur. Ça veut dire que la personne qui décède ou qui donne l'argent, si elle est résidente fiscale française, même à des Israéliens, ce sera impôt français. Du domicile de l'héritier, du donateur ou du légataire, ça signifie que si la personne qui bénéficie de la donation ou de la succession est en France, eh ben, on aura une déclaration de succession française. Celui où sont situés les biens meubles, immeubles, on va pouvoir en parler, et les valeurs mobilières. Donc, des dispositions qui sont, alors, qui font plutôt rire les fiscalistes français, mais a priori, on est les seuls à rire, parce que quand on arrive à ça, ça fait quand même une petite catastrophe. Donc, je vous donne des exemples, hein. Si le sort d'un bien immobilier ou de part de société immobilière située en France, qui appartiennent à des résidents fiscaux français, droit de succession français applicable. Un bien immobilier ou des parts immobilières situées en France appartenant à des résidents fiscaux israéliens. Alors, je vous dis bien appartenant, ça veut dire que on part de la personne qui décède, droit de succession français. Mais on l'a vu tout à l'heure, si la personne qui en bénéficie, résident fiscal française, on prend aussi. Compte bancaire. Alors, compte bancaire, je vais juste faire un petit arrêt sur ça parce que il se trouve que sur nos nombreux clients qui se trouvent en Israël, jusqu'en 2017, on faisait bien souvent leur déclaration d'impôt sur la fortune. Donc, on voyait ce qu'ils avaient en France. Et puis, depuis, on fait potentiellement leur impôt sur la fortune immobilière. Donc, on voit pas ce qu'ils ont en France. Et récemment, j'ai une de mes clientes qui me dit, je lui dis, bon, on va faire la déclaration de succession de votre époux qui est décédé par rapport à ce qu'il y a en France, on avait plutôt organisé. Et elle me dit, non, mais mon mari voulait absolument répartir, donc j'ai près de 500 000 euros sur le compte bancaire français. Et elle me dit, de toute façon, c'est pas gênant parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Et je lui dis, oui, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais par contre, on va avoir des droits de succession. Donc, faut faire attention à tous ces éléments-là, hein. Le compte bancaire, c'est extrêmement important. Donc, le compte bancaire en Israël d'un Français, alors vous allez en parler parce que moi j'ai quelques sujets quand même, c'est que vu qu'une succession en Israël c'est quasiment plus long qu'en France, j'ai le fisc qui apprécie pas et qui nous met des pénalités, mais ça on va en parler dans le détail. Et le compte bancaire situé en France appartenant à des résidents fiscaux israéliens, ben voilà, il rentre dans une succession. Donc, voilà sur les éléments. On a une attractivité, si on peut dire, hein, négative de la France, qui fait que bien souvent, vous allez être amené à payer des droits en France et des droits plutôt élevés, voire très élevés. Donc, Yaakov, Nathanaël, je vous donne la parole Oui. sous le biais israélien et de vos expériences et d'exemples. Que vous Et là, pouvez- déjà, depuis tout à l'heure, on parle du principe où une personne est vraiment résidente fiscale israélienne, etc., etc. Mais même ce côté-là de la résidence fiscale israélienne, d'ailleurs, j'ai un cas avec, dans le cabinet où je vois qu'il y a Maître Arros ici, donc c'est un cas qu'on traite là-bas ensemble, justement sur une personne qui était résidente fiscale israélienne, qui a voulu déshériter ses enfants, donc il n'y avait pas de problème par rapport, ils ont fait un testament avec les avocats, et là les enfants sont au tribunal pour requalifier la résidence du défunt, étant donné que c'était vraiment just concernant il essayait vraiment de faire 6 mois ou
425 jours sur 3 ans, etc. Et en ce moment, il essaye de faire appliquer le droit français pour pouvoir hériter et ne pas faire appliquer le trust aujourd'hui où il y a l'héritage. Donc, même ce côté de résidence fiscale, c'est pas j'ai eu ma Théodat Zéhout, j'ai eu mon passeport, j'ai eu ma Théodat Tollé, même si je me suis déconnecté fiscalement de France, comme Maître Benayoun nous dit toujours, tant qu'on ne s'est pas déconnecté de France, on est français, même si vous passez 365 jours en Israël. C'est pas notre problème, vous êtes toujours français. Mais même une personne qui s'est déconnectée fiscalement, mais que la France peut le requalifier comme résident fiscal français, il faut également faire attention de vraiment solidifier la résidence fiscale israélienne lorsqu'on veut appliquer des normes qu'il y a en Israël qui n'existent pas en France. Parce que ça, c'est un cas qui, c'est vraiment un point qui est très important. Souvent, là, Israël, elle permet, la France ne permet pas, mais il faut vraiment être israélien. Il ne faut pas être just que même Israël pourra déqualifier, on va dire, cette personne en tant que résident fiscal israélien. Donc déjà, la résidence fiscale, parce que depuis tout à l'heure, on part du principe où la personne est vraiment résident fiscal, il faut vraiment être résident fiscal israélien, quitte à vraiment prouver, obtenir un certificat, etc., montrer qu'on est résident fiscal israélien. Donc ça, c'est un point, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir, parce que je pense que c'est important et ça peut vraiment remettre en question tout ce qui se passe en fait dans un testament. Donc ça, c'est déjà le point. Tu veux dire quelque chose dessus, Jean? Non, tu as été Ah, parfait. ok. Ok. Et un deuxième point, comme on a dit, en Israël, il n'y a pas d'impôt, mais comme Maître Benayoun l'a dit, et dans d'autres webinaires, il le résumait d'une façon très simple, si vous n'êtes pas israélien et que vos enfants ne sont pas israéliens ou que les biens ne sont pas en Israël, si on ne répond pas à toutes ces cases, c'est-à-dire papa israélien, enfant israélien, actif en Israël, on peut être assujetti à une imposition en France. Donc vraiment, dans le cas où une personne fait son alia et souhaite faire un testament pour que ses enfants ne payent pas les impôts, etc., il faut vraiment répondre positivement aux cases de résidence fiscale du père, de l'enfant et des actifs également qui se trouvent en Israël parce que la France, tu disais à l'époque, tu disais recordman. Aujourd'hui, tu dis quasi recordman de l'imposition, je remarque, Georges. La France, ils sont vraiment très durs et Israël, depuis 2003, essaye de faire passer. Ils ont essayé en 2003, ils ont essayé en 2008, ils ont essayé en 2015. Ils en parlent également, mais ça n'a pas l'air d'être un sujet du jour aujourd'hui de faire appliquer l'imposition sur les héritages. Maintenant, il faut distinguer un point également. Lorsqu'on a un compte en banque en Israël et que l'enfant est israélien, il n'y a pas de problème, on peut lui léguer, on peut avoir 10 millions d'euros sur le compte, on transfère à notre enfant, il n'y a pas d'impôt. Lorsqu'on a un bien immobilier en Israël et qu'on transfère à notre enfant, et là je vois que Maître Garçon acquiesce, c'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose là-dessus, lorsqu'on a un bien immobilier en Israël et qu'on veut transmettre à notre enfant, on rentre dans les souliers du papa, on hérite du bien. Mais lorsqu'on donne un bien immobilier du vivant du papa en Israël, l'enfant, lorsqu'il reçoit ce bien-là, il devra payer un tiers de la taxe d'acquisition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une exonération totale sur les donations en Israël. Sur l'argent, il y a des donations, il y a une exonération. Sur l'immobilier, l'enfant du vivant devra payer un tiers. Donc souvent, les personnes me disent, je donne du vivant ou je le laisse dans le testament. Eh ben, si tu veux donner du vivant, l'enfant devra payer un tiers. Si tu donnes dans le testament, l'enfant héritera de ce bien, mais là, c'est un point qui est très important, c'est que lorsqu'il voudra revendre le bien à l'enfant, on ne prendra pas la date du décès du papa comme la date d'acquisition du bien, parce que c'est important pour savoir quelle est la plus-value de ce bien. Si le papa est décédé et que le bien valait tant et que le fils le revend un an après, on vérifiera quand est-ce que le papa a acheté l'appartement et quand est-ce que le fils le vend, et c'est sur ça qu'est imposée la plus-value, et non sur la date du décès. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'impôt sur l'immobilier lorsqu'on hérite, mais il y aura un impôt sur la plus-value immobilière en prenant en compte la date d'acquisition du papa et non la date du décès. Voilà, ça c'était un point. Je pense qu'Yaakov, tu veux dire quelque chose là-dessus? Non, non, j'acquiesce. Bon, vous acquiescez les deux depuis tout à l'heure. Donc, donc c'est un point important. Maintenant, il y a un autre point également important, c'est que à partir du moment où souvent ça nous arrive au cabinet, que des personnes font leur alia, ils héritent, il n'y a aucun problème, et ils se rendent compte que le papa avait des comptes en Suisse, au Luxembourg, ou que ce soit. Donc il faut comprendre qu'à partir du moment où on devient résident fiscal israélien, et que le fils est israélien et que le papa était israélien, aujourd'hui on rend des comptes à Israël. On oublie la France à partir du moment où on s'est déconnecté fiscalement de France. Il faut oublier la France. Les gens ont un traumatisme de la France. On a un traumatisme de la France lorsqu'on est encore relié, qu'on ne s'est pas déconnecté ou qu'on a peut-être une résidence qui est un peu bancale. Mais à partir du moment où on est complètement israélien, mais qu'on a des comptes à l'étranger, on ne va pas garder les problèmes du père.
À l'époque, il n'y avait pas d'échange d'informations entre les pays. À l'époque, on va dire que les personnes pouvaient mettre des comptes à droite à gauche sans les déclarer. Mais aujourd'hui, les enfants qui héritent de ça, ils ne veulent pas se retrouver également avec ces problèmes-là. Donc, s'ils sont résidents fiscaux israéliens et que les parents étaient résidents fiscaux israéliens, on rend des comptes à Israël et on peut faire des régularisations fiscales, surtout si c'est de l'argent qui n'a pas été gagné en Israël et qu'on va dire, entre guillemets, qu'on n'a pas fraudé le fisc israélien. Les Israéliens, ils sont très accueillants pour arriver à des régularisations en Israël sur ces actifs. Donc, mieux vaut régulariser, quitte à payer un impôt, plutôt que de rester avec un compte du père qu'on ne va pas déclarer sa mort, qui est au Luxembourg et qu'on ne touchera jamais. Et après, ça ne sert à rien. C'est une boule de neige qui reste. Et voilà. Donc, important de bien solidifier la résidence fiscale, que l'immobilier, il y a un impôt sur la plus-value sur la totalité de la détention du bien, et que s'il y a des actifs à l'étranger, c'est quelque chose qu'on peut totalement régulariser en Israël, surtout que le fisc israélien, c'est pas quelque chose qu'on ne leur a pas déclaré. Donc, ils sont très contents. Et voilà. Georges? Ouais, alors la régularisation israélienne n'empêche pas Oui, l'administration fiscale française de prendre sa liberté. Juste sur le Luxembourg, il y a beaucoup de remises en cause aujourd'hui pour absence de substance de société. C'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui quasiment en fiscalité. On a des personnes qui se prennent des redressements, mais alors c'est même plus en centaines de milliers d'euros, mais en millions d'euros parce que ils ont voulu. Donc le Luxembourg, avant de toucher, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je reviens juste sur un élément maintenant qu'on vous a parlé de la fiscalité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment se poser toutes les questions parce que quand vous faites votre alia, le sujet elle va être de dire comment je vais faire évoluer ou pas mon régime matrimonial au travers d'un testament. Parce qu'il faut aussi penser à une chose. Bien souvent, je vois des personnes qui arrivent et qui me disent, on a fait un testament et on fait au dernier vivant, donc on va tout donner à l'époux ou au conjoint survivant, et puis après, ça ira aux enfants. Oui, mais si vous m'ouvrez une seule succession au lieu de m'en ouvrir deux, au lieu d'avoir deux barèmes de droits de succession, vous en avez qu'une, mathématiquement, vos droits sont plus élevés. Donc, vous pouvez tout faire, on peut tout prévoir, mais il faut aussi simuler. Et en France, j'ai l'habitude de dire, si vous voulez aller chercher une réduction des futurs droits de succession de vos enfants pour gagner entre 30 et 40%, on peut le faire, mais ça s'organise avant. Si vous donnez rien, si en plus vous mettez tout sur la tête du conjoint survivant, vos enfants risquent de prendre un sacré coup. Et je parle de vos enfants, pas uniquement vos enfants en considérant des personnes qui seraient résidentes fiscaux françaises, hein, sur un bien immobilier français qui peut monter en valeur. On peut parler de résidents fiscaux israéliens. Donc, faut bien analyser tous les éléments quand vous franchissez le pas. Je dis souvent, c'est compliqué de devenir résident fiscal d'un pays étranger parce que ça nécessite quand même d'aller voir beaucoup de choses, de la fiscalité, du social, tous ces éléments-là. Mais derrière, il faut aussi penser à son patrimoine. Et il y a toujours une question d'équilibre parce Qu'est-ce que tu que fais? on parle d'immobilier, on a quand même une fiscalité très élevée sur les revenus fonciers des non-résidents. Mais pour autant, moi aussi, j'ai aussi des clients qui me disent, et qui ont beaucoup d'argent en Israël et qui me disent, oui, mais ce bien immobilier, cet immeuble que j'ai à Paris ou dans une ville de France, c'est un immeuble de rentabilité. La rentabilité est très bonne. J'ai envie de le garder. Donc, il faut qu'on regarde dans le temps comment le transmettre aux enfants parce que avoir des droits de succession sur un immeuble qui vaut 2, 3, 5, 10 millions d'euros, ça a de fortes incidences. Mais j'ai à différentes reprises, et même pour des biens immobiliers de petite valeur, hein, des clients qui me disent, mais ok, je le vends, mais je vais le mettre dans une banque française, dans une banque israélienne ou au Luxembourg, j'aurai pas la même rentabilité, et au moins c'est de la pierre si la banque fait faillite. Donc, quand vous mélangez tout ça, vous vous dites ça peut donner mal à la tête, mais
voilà, ce qu'on voulait vous expliquer ce matin tous les trois, c'est il faut absolument prendre le temps de un moment, hein, et il faut pas attendre obligatoirement 5 ans, hein, mais se dire, voilà, c'est quoi notre patrimoine, qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'il y a des choses à faire et comment on peut, premièrement, se protéger entre époux, et puis protéger nos enfants et réduire au maximum les droits. Donc il y a vraiment des analyses très différentes. Ce que je propose, Rachel, on va peut-être regarder les questions et puis on va voir qui va y répondre. Alors, première chose, l'ESMI dit, et le testament international ne permet pas de déterminer quelle loi s'applique. Alors d'abord, ça veut rien dire un testament international. Yaakov, tu pourras compléter ma réponse. C'est, on va voir un testament français ou un testament israélien, un testament français et israélien. Alors moi, j'ai même eu un sujet récemment, un testament français, un testament marocain, un testament israélien et aller appliquer la loi comme il faut. Non, le testament international, il permet pas de savoir. C'est la loi qui vous donne des éléments. Et après, le problème, c'est que souvent, vous pouvez être amené à avoir, même en Israël, hein, des personnes qui font des testaments, mais qui n'ont pas regardé ce qui a été signé en France. Et que si le testament israélien n'annule pas le français, on va avoir un certain nombre de sujets. Mais là, Jacob, tu vas pouvoir nous raconter plein d'histoires passées, vécues et futures, parce que c'est, euh, c'est un puits sans fond. Effectivement, alors d'abord, je trouve la question pertinente. Oui, testament international, c'est pas un terme juridique. Donc, c'est un terme un peu abusif qu'on utilise pour parler d'un testament qui aurait peut-être un élément d'extranéité, comme on dit. Mais en tout cas, c'est pas un concept juridique défini. Est-ce qui permet de déterminer quelle loi s'applique? Alors, la réponse va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est la réponse. En droit français, oui. En droit israélien, non. Donc, en fait, pour vous donner un peu la trame, on démarre toujours de la résidence. Toujours, toujours, le point de départ, c'est la résidence du défunt au moment du décès, ce qui est important, et non pas au moment du testament, parenthèse. Donc, ce qui est un peu absurde si on reprend les règles juridiques de base, mais c'est le cas. Ça veut dire que vous faites un testament en France à un certain âge, vous faites la Halia, c'est le droit israélien qui s'appliquera à ce testament si vous décédez en Israël. Alors qu'on aurait pu penser que c'est le droit au moment de la création de l'acte juridique, mais non, c'est le droit au moment du décès. Donc, d'où l'importance, comme le disait Maître Benayoun, d'actualiser tous ces actes-là quand il y a changement de lieu de résidence. Parce que sinon, ils continuent à s'appliquer dans leur ancienne version malgré vous. Alors, en droit israélien, la jurisprudence actuelle de la Cour suprême est qu'on ne peut pas choisir une autre loi que la loi israélienne. C'est une vieille jurisprudence de 2004, mais elle est très claire et elle n'a pas été renversée depuis. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle le soit parce que le droit israélien étant tellement libéral et tellement tolérant et tellement possible qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de choisir un autre droit. Donc, mais ça, c'est pour la question, est-ce que dans le testament, on peut choisir un autre droit? En droit français, là je m'avance un peu, mais je parle sous le contrôle de Maître Benayoun, le règlement européen permet de choisir une autre loi que la loi de la résidence enfin, permet de choisir une loi applicable au testament. Il faut cependant, si je ne me trompe pas, avoir la nationalité du pays qu'on choisit. Et ça, c'est très, très important. Parce que quand il y a des gens qui viennent en Israël, qui ont des biens en Israël, qui ne sont pas résidents et qui ne sont pas non plus nationaux, qui n'ont pas la nationalité israélienne, ils viennent, ils ont des biens ici, qu'ils ont souvent achetés il y a quelques années, dont la France ne sait peut-être pas grand-chose, voire rien du tout. Et ils veulent faire un testament pour gérer la succession de ces biens-là, un testament qui ne concernerait que les biens israéliens. Disons que c'est expressément précisé dans le testament, mais ils n'ont pas la nationalité. Dans ce cas-là, leur lieu de résidence est la France, le droit qui s'applique à eux, c'est la France, le droit français, et ils peuvent écrire jusqu'à demain qu'ils veulent choisir le droit israélien, c'est un choix qui ne sera pas reconnu. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. On peut choisir le droit qui sera applicable à sa succession, mais il y a des conditions à remplir. Il faut pouvoir, en fait, l'idée, c'est de justifier d'une certaine attache avec le pays qu'on choisit. Donc, la Convention a prévu qu'il ne faut pas forcément être résident israélien, mais au moins avoir la nationalité, au moins justifier d'une attache.
Il y a d'autres, je crois qu'il y a d'autres conditions qui permettent, mais la nationalité, à mon avis, si je ne me trompe pas, c'est une condition nécessaire. Donc, voilà pour la réponse à cette question. On peut planifier et ce sera évidemment valable, et là je laisse la parole aux fiscalistes, ce sera évidemment valable uniquement pour les questions de droit civil. Vous pensez bien que la loi n'a pas laissé ouverte la possibilité à tout un chacun de choisir la fiscalité qui lui sera applicable. Autrement, on sait tous quel choix tout le monde aurait fait. Donc ça, c'est uniquement pour le droit civil et non pas pour la fiscalité. Je vais juste compléter. Tu as bien fait de dire que il faut avoir fait son alia ou avoir la nationalité. Alors, il se trouve que nous, on voit tout, hein, donc on a des personnes qui viennent et qui nous disent, bon, mais est-ce qu'on peut pas changer la nationalité de mon père ou qui est décédé il y a un mois, 3 mois, ou pire, on vit en France, mais si je dis que je suis devenu israélien, alors aujourd'hui c'est illusoire, hein, euh, le marqueur informatique grave à tout jamais une situation de fait. Mais par contre, Georges, je t'interromps, mais la nationalité doit être acquise au moment du décès et non pas au Oui, moment du testament. Donc on peut avoir des cas où on fait le testament sans la nationalité, et si on ah l'obtient oui, entre-temps, le choix de loi applicable sera valable. pour le coup, je demande souvent que le testament soit refait au moment où on a la nationalité, parce que quand vous n'avez pas la nationalité, souvent dans le testament israélien, vous allez regarder que le sort du bien immobilier israélien que vous aviez. Alors qu'après, la question est de savoir, est-ce qu'on vise le sort des biens israéliens et des biens dans le reste du monde? Donc, on a aussi cette évolution qui doit apparaître. Nathanaël, pas de... Non, non, c'est bon. Donc, Alors après, comme a dit Maître Garçon, la fiscalité, on la choisit pas, contrairement à la nationalité. Donc, oui, mais il la faut la choisir en situation, temps et en heure, si on peut exactement. synthétiser. Voilà. Alors là, on a une question un peu longue. Alors, un père avait sa résidence fiscale en France et le versement de sa retraite en France, puis une maison entretenue en France, mais a obtenu la nationalité israélienne, a vécu 10 ans en Israël, a acheté une maison en Israël tout en voyageant régulièrement en France. À son décès en Israël, quel régime successoral? Alors, votre question n'est pas suffisamment précise parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il vivait en Israël au moment de son décès. Est-ce qu'il était résident fiscal israélien? C'est la précision qui nous manque. Le cas que vous détaillez, c'est un cas plutôt classique du franco-israélien qui a toujours son bien en Normandie, son bien à Nice ou à Cannes ou à Paris et qui vit aussi en Israël. Donc euh, là, c'est un mélange fiscal plutôt intéressant en termes de droit. Ça devrait coûter quand même un peu cher. Euh, pour autant, pour moi, il serait plutôt résident fiscal israélien. Mais encore une fois, avec la fiscalité qu'on a expliquée aujourd'hui, vous auriez obligatoirement des droits de succession en France sur la maison qui est en France. Euh, voilà, alors, il y a un truc un peu bizarre dans ce que vous écrivez, vous dites il avait sa résidence fiscale en France, mais je pense qu'il l'avait pas obligatoirement au moment où il décède. C'est ce qu'il faut déterminer. Euh, a priori, j'aurais tendance à dire israélienne, mais ça ne change pas en fiscalité. On va avoir des sujets fiscaux qui dépendront aussi de savoir où étaient les enfants au moment du décès de votre père. Alors, on va prendre encore les deux dernières. On va regarder. Alors, quid d'un légataire résident fiscal français vers un héritier résident fiscal en Israël? Bah, si la personne qui décède est un Français, toute la succession sera obligatoirement française. Là, je me pose même plus la question de savoir que les biens soient en France, en Israël, tout sera soumis à la fiscalité française. Donation ou succession en Israël, un tiers des droits d'acquisition ou plus valeur. Alors ça, je vous laisse traduire, Yaakov, Nathanaël.
Je pense que Comme c'est on a plus. dit tout à l'heure, une donation en Israël, à partir du moment où un papa donne à son enfant un appartement, l'enfant devra payer un tiers de la taxe d'acquisition lorsque c'est un lien direct, père-fils par exemple, ou fils-père. Mais si il lui lègue un bien immobilier, alors le fils ne payera pas d'impôt de taxe d'acquisition, mais la plus-value qu'il devra payer, ça sera sur la totalité des détention du bien. C'est-à-dire, on ne voit pas à partir de quand le papa est décédé, mais on voit quand est-ce que le papa a acheté l'appartement. Donc, même s'il est décédé en 2024, mais qu'il avait changé son appartement en 2010, donc la plus-value, on va prendre le montant d'acquisition de ce bien-là en 2010, on va voir combien ils l'ont vendu. C'est quoi une plus-value à la fin? C'est le prix de vente moins le prix d'achat fois 25%. Donc, c'est tout simple. Bon, il y a du linéaire jusqu'à 2014, etc. Mais quand même, la plus-value, elle se calcule sur la totalité de détention du bien du papa aussi, quoi. C'est, on rentre dans les souliers du papa et on sera imposé comme si que le papa vendait ce bien. Mais il n'y aura pas d'un tiers de taxe d'acquisition. Il n'y aura pas de taxe d'acquisition à tout. Donc, si on fait la donation, on réactualise le prix d'acquisition, en quelque Donc, on fait sorte. Si on fait la D'accord. donation, on actualise le prix d'acquisition. Très bonne remarque, mais non. Ah bah alors ça. Alors, D'accord. Donc de toute façon, la plus-value, La donc de continuité toute façon, fiscale, et oui, c'est pour ça que vous payez à la fin sur la totalité de la période de détention. En fait, l'idée, c'est d'imposer comme si le défunt avait vendu. Et donc la plus-value de que ce soit Je pense donation ou qu'on va succession, clôturer parce qu'il y a beaucoup de questions si tu veux alors, non, non, je individuelles. vais juste répondre aux deux dernières parce que les deux que je vois là, parce qu'elles sont très symptomatiques. Quelqu'un pose la question résidence en tant que propriétaire ou locataire. On se moque dans le cadre de la résidence fiscale de savoir si vous êtes propriétaire ou locataire ou même domicilié chez un tiers. La notion du foyer d'habitation n'est pas liée à la propriété obligatoire d'un bien. Donc ça, c'est important de le comprendre. Euh, c'est essentiel. Et puis, la dernière question, parce que là aussi, ça fait partie ce qu'on appelle des marronniers chez nous, c'est-à-dire que c'est les sujets qui reviennent toujours et on a beau l'expliquer. Un résident fiscal français qui décède en France et détient des biens en Israël, quid de la fiscalité? Et donc, la personne nous écrit, ces biens sont en Israël, donc théoriquement non imposables en France, mais en Israël. Alors, votre référence, j'ai pas été vérifié, mais alors je peux vous dire que ce que vous dites est impossible. Il faut bien comprendre une chose, à partir du moment où vous êtes résident fiscal français, vous interposez en matière de succession, sauf convention fiscale, mais qui n'existe pas avec Israël, sur la totalité de vos biens mondiaux. Donc, vos biens français et vos biens israéliens rentreront dans l'assiette de la fiscalité française. Et donc, il est faux. Alors, souvent, moi, j'ai des clients qui me disent, oui, mais en Israël, il n'y a pas de droit de succession. Et je leur dis, mais je m'en moque. Parce que s'il y en avait, vous paieriez en plus une somme. Il n'y a pas de droit de succession. C'est le droit français et la fiscalité qui priment en application des textes qu'on vous a expliqués tout au long de ce webinaire. Et ça permet de clôturer ce webinaire.